Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Ndimba, votre émission gouvernementale. Cette semaine encore, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité importante du gouvernement qui a bien voulu accepter notre invitation. Ensemble, nous allons décortiquer son actualité, mais également, elle répondra à quelques-unes de vos préoccupations. La thématique de ce numéro, les PME, un monde à part du secteur de l'entreprise. Aujourd'hui, très regardé par les autorités, il s'agit d'un secteur d'innovation, de promotion, de production et d'emploi. Mais aujourd'hui, attire-t-il toute l'attention de son ministère de tutelle, un secteur qui joue un rôle important dans le développement de notre pays? Vous l'avez compris, notre invité n'est autre que Biendi Manganga Moussavou, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Patricia Nchanga. Merci d'avoir encore à nouveau accepté notre invitation. J'en suis très heureux. Je ne serai pas seule pour animer ces 90 minutes. Prosper Tonda va s'entretenir avec nous sur les questions institutionnelles. Et Aimé Manix Mondjour nous rejoindra plus tard. Ensemble, nous allons aborder le volet socio-économique de votre département. La deuxième partie de ce numéro sera réservée au débat et nous recevrons donc le président directeur général de Exo Délice, Cédric Bécalé. Comme de tradition, je vais vous présenter Biendi Manganga Moussavou aux téléspectateurs de Gabon Télévision, de Télésud, notre chaîne partenaire, ainsi qu'aux éditeurs de Radio Gabon, la chaîne nationale. Vous êtes un jeune ministre, Biendi Manganga Moussavou, puisque vous êtes né le 29 mars 1974 à Libreville. Vous êtes le fils de Pierre Claver Manganga Moussavou, l'actuel maire de la commune de Mula. Vous êtes banquier de formation, diplômé de l'université de Tours en France, titulaire d'un DTES d'économie bancaire et d'un DES de banque et finance, une formation qui va vous ouvrir les portes d'une brillante carrière dans le monde de la banque. En 2001, vous débutez votre carrière chez Citigroup au Gabon, c'est bien ça? C'est bien ça. Ensuite, vous prenez le poste d'analyste risque avant de rejoindre le département Moyen-Orient du FMI à Washington, c'est en 2002, comme économiste visiteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, économiste visiteur, c'est un statut qui vous distingue du conseil d'administration. Vous avez comme rôle de travailler sur une question bien précise. Et là, en l'occurrence, j'ai travaillé sur la corrélation entre les indices boursiers du Amman Stock Exchange et les indicateurs macroéconomiques de Jordanie. Et un an plus tard, nous sommes en 2003, vous revenez à Libreville pour intégrer la BICIG. Et à ce moment-là, vous formez vos compatriotes. Cette formation vous tient également à cœur. Vous êtes enseignant vacataire entre 2003 et 2009 à l'INGS. Tout à fait. Ensuite, Biendi Manganga Moussavou, en 2007, vous performez et devenez directeur de la trésorerie d'une start-up bancaire, UBA Gabon. Tout à fait. Vous intégrez par la suite le ECP, Emergent Capital Partenaire, pour développer en qualité de directeur général adjoint la filiale gabonaise Dora Group, dont le cœur de métier est l'entreprise, fonction que vous occupez de janvier 2011 à octobre 2016, date à laquelle vous êtes nommé à la tête du ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises chargées de l'entrepreneuriat national. Finalement, Biendi Manganga Moussavou, on observe que votre profil de banquier vous a toujours placé proche de l'entreprise avec un grand E. Oui, tout à fait. Vous savez, la banque, c'est beaucoup de métiers et beaucoup de types de clientèle. Nous avons dans le secteur bancaire des particuliers, mais personnellement, je me suis toujours occupé du segment des entreprises, partout où je suis passé. Et c'est vrai que ça m'a familiarisé avec les interlocuteurs que j'ai aujourd'hui, dont j'ai aujourd'hui la charge de dynamiser l'activité à la tête du ministère que j'occupe actuellement. Alors, une autre tradition dans le Ndimba, il s'agit d'écouter un peu ce que vos concitoyens pensent de vous, également de votre ministère. Parfait. Le ministre Biendi Manganga Moussavou est un jeune ministre qui est issu, on va dire, de la nouvelle génération. C'est un ministre jeune, dynamique et qui a une image on va dire moderne et qui fait preuve de probité. Je sais qu'il a une expérience dans le milieu de la banque
et je sais qu'il est de bonne moralité et c'est quelqu'un, à mon avis, de très humble et qui peut servir les intérêts des Gabonais. C'était mon enseignant à l'Institut de gestion. Il était un peu fort en notes, mais bon, très sympa ce gars. Je crois qu'il est ministre, un truc comme ça, mais je ne sais pas trop quel poste il occupe. Je sais qu'il est ministre en tout cas. Bon, j'entends parler de lui que c'est le fils de Manga Moussavou. Il paraît qu'il est ministre, mais le reste, je ne sais rien. Il a été à la BICIG, et après à UBA, et ministre de petites et moyennes entreprises aujourd'hui. Le ministre Biandi Manganga Moussavou parlait dernièrement du site internet pour les artisans à la télé. C'est vrai qu'il a déjà un an, c'est vrai qu'il est jeune et j'espère qu'il mette un peu plus de dynamisme au service des jeunes artisans comme nous. Tout de suite, à chaud, votre réaction, Biandi Manganga Moussavou? Écoutez, moi je suis heureux de voir déjà des Gabonais s'exprimer librement dans des mots qui sont clairs sur ce qu'ils attendent de leurs gouvernants. Nous ne sommes pas là pour traîner le pas, nous sommes là pour travailler et donc à leur service et de manière efficace, de manière sérieuse. Je considère cela, ce qui a été dit aussi, comme une marque d'estime, mais on ne va pas se contenter de la marque d'estime qui nous est témoignée. Je pense que le plus important, c'est l'action qui nous est commandée. Alors, je vais l'annoncer tout à l'heure. Je vais donner à présent la parole à Prosper Tonda. Bonsoir, Prosper. Bonsoir, Patricia. Monsieur le ministre, l'opinion nationale n'a pas toujours une bonne image de ce que peut représenter le ministère des PME. Qu'est-ce que c'est comme ministère? Ensuite, quelles sont les dispositions que vous prenez en tant que responsable de ce département ministériel? Quelles sont les dispositions que vous prenez pour qu'il y ait une bonne image de ce ministère, pour qu'il soit lisible au niveau de la population nationale? Écoutez, déjà, je suis très heureux de votre question et bonsoir, Prosper Tonda. Vous savez, pour la première fois dans notre pays, on a introduit une terminologie qui n'existait pas, c'est l'entrepreneuriat national. Donc, le ministère que j'occupe est le ministère de la promotion des PME chargé de l'entrepreneuriat national. Et qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat national? L'entrepreneuriat national commence avec les Gabonais économiquement faibles que nous essayons de transformer dans le cadre de la vie associative, dans le cadre des mutuelles, dans le cadre des coopératives, en agents économiques, en leur donnant une formation pour, grâce à des financements, les orienter vers les activités génératrices de revenus. C'est ce qui est incarné dans le cadre de mon ministère par la Direction générale de l'économie sociale que gère M. Moussavou, ici présent sur le plateau. Alors, vous avez également l'artisanat qui, dans un pays comme la France, est considéré comme la première entreprise de France. Cet artisanat qui, chez nous, est encore mal cerné, mal connu, et qui est pourtant est là pour incarner la maîtrise des métiers, et là pour incarner la tradition. Cet artisanat, j'ai le plaisir d'avoir le directeur général de l'artisanat, Madame Mangala, sur ce plateau également. Et vous avez maintenant la partie PME que tout le monde connaît, la partie PME qui aujourd'hui concerne en fait plusieurs dans nos entreprises. Nous avons pris une définition, nous avons pris soin d'introduire une nouvelle définition dans la loi que nous portons et dont nous souhaitons voir l'adoption intervenir le plus rapidement possible. Nous avons pris soin de modifier la notion de PME en disant une PME au Gabon, c'est maximum 3 milliards de chiffre d'affaires, maximum 200 employés. 200 employés, c'est une société de droit gabonais qui n'est pas filiale ou succursale d'un groupe international. Mais en réalité, dans la vraie vie, une PME, c'est quoi? C'est une entreprise, à la base, il y a une idée, quelqu'un qui croit en son projet, quelqu'un qui crée un emploi au minimum, quelqu'un qui crée de la richesse. C'est tout un écosystème qui se met en place pour créer de la prospérité partagée. Et cette définition, c'est depuis votre arrivée au département, au sein de ce département? Non. Une PME plus proche de la réalité? Écoutez, ce n'est pas forcément depuis mon arrivée au département, mais vous avez dit que le ministère des PME était méconnu. Donc je vous me donnez l'occasion d'expliquer. Alors, effectivement, vous venez de donner là quelques aspects, quelques grands chantiers que vous allez mettre au niveau de la réforme. Il se trouve que l'environnement des affaires au Gabon pose quand même un véritable problème, monsieur le ministre. Vous êtes bien conscient? Vous savez, l'environnement des affaires, cela ne vous a certainement pas échappé.
fait partie des préoccupations du gouvernement. Nous avons conscience que dans le cadre du gouvernement. Bien entendu, préoccupation du gouvernement. Mais c'est le rôle d'un gouvernement de se préoccuper des soucis qui peuvent empêcher la population de s'épanouir. Et c'est ce que nous faisons. Et vous avez vu l'organisation du Haut Conseil pour l'investissement qui pose les bases d'un dialogue public-privé pour améliorer l'environnement des affaires et nous rendre beaucoup plus compétitifs. Nous sommes conscients qu'il y a eu un certain nombre d'aspects qui nécessitent d'être améliorés et c'est ce à quoi nous nous attardons dans le cadre de ce dialogue. J'ai moi-même, en tant que ministre des PME, pris une part très active dans l'ensemble des commissions qui se sont réunies. Et pour cette fois-ci, j'ai été très heureux que certaines réunions aient lieu au niveau de l'espace PME. Alors, Monsieur le ministre, ce que vous dites là, l'argumentation que vous donnez là, on peut vous croire, on peut même vous donner la communion, sinon la confirmation au-delà. Mais ce qui est là, c'est que la réalité montre autre chose. Comment faire pour y arriver? Pour que le Gabonais lambda, pour que l'on sache qu'effectivement, la PME est au service de la population et qu'elle peut employer et c'est un univers où l'on peut trouver facilement de l'emploi, où on peut même s'auto-employer. Tout à fait. Écoutez, déjà, la PME, à la base, comme je disais tout à l'heure, il y a une initiative. Et cette initiative est très importante parce que c'est le point de départ de l'histoire. Le rôle du gouvernement, c'est de faciliter la création des entreprises. C'est de faciliter la formation de ceux qui souhaitent entreprendre. Le rôle de l'État, c'est de permettre un meilleur accès au financement et de permettre un meilleur accès au marché. Très bien. Voici ce à quoi nous nous attelons et je suis heureux d'être là parce que ça me donne l'occasion réellement de vous démontrer que nous sommes à l'ouvrage. Nous sommes dans la démonstration, vous avez parlé de facilitation de la part de l'État, mais il y a eu par le passé la création du FAGA, le Fonds de garantie pour les PME, il y a eu le FODEX, le Fonds d'expansion des petites et moyennes entreprises, il y a eu effectivement Promo Gabon, tout cela au cimetière aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Écoutez, je regrette que tous ces établissements soient au cimetière, paix à leur âme, si on peut parler d'âme pour des établissements Mais est-ce que le gouvernement a tiré des leçons justement de ces institutions qui n'existent plus malheureusement? Oui, les leçons ont été tirées puisque désormais tous les établissements que nous souhaitons voir être lancés vont être lancés avec une meilleure gouvernance. La gouvernance est très importante. Quand vous prenez le fonds de garantie des PME dont nous avons annoncé qu'il fait partie des priorités de notre ministère et des priorités du gouvernement comme l'a repris le Premier ministre Emmanuel Isozen-Gondé devant la représentation nationale. Quand vous prenez justement ce fonds de garantie des PME, nous avons choisi pour nous accompagner des partenaires de premier plan, des partenaires qui ont réellement une expertise. Je prends BPI France, qui est leader en France en matière de garantie des PME, qui est un établissement de référence. Et nous avons pris également l'African Guarantee Fund, le fonds de garantie africain, qui est une filiale de l'AFD. C'est ce qu'il fallait, avoir une expertise étrangère pour que nos institutions nationales fonctionnent mieux? Non, ce n'est pas la condition sine qua non, mais à partir du moment où nous sommes dans un métier nouveau, nous devons mélanger nos expériences avec l'expertise extérieure pour que nous puissions avoir de meilleures méthodes, avoir de meilleures pratiques et développer. L'objectif, c'est développer. Bien dit, Mme Savo, vous avez bien dit tout à l'heure que la PME, c'est d'abord l'idée, ensuite arrive le financement. Alors, à ce niveau-là, dans notre pays, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas bien, c'est que ça pousse au découragement. Les banques ont du mal à prêter aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ce n'est pas une situation qui va entraîner un gabonopessimisme? Il ne s'agit pas simplement de dire les banques ne prêtent pas. Les banques prêtent à qui? Elles doivent prêter à des gens qui ont une idée, à des entrepreneurs que nous avons accompagnés, auxquels nous avons donné les bases pour maîtriser leurs projets. C'est ce à quoi servent les incubateurs que nous souhaitons créer. Vous avez les incubateurs, vous avez les espaces de rencontre comme l'espace PME qui aujourd'hui compte près de 1600 entreprises qui reçoivent leur bulletin d'information, 86 entreprises présentes qui sont intégrées dans un échange, dans un échange d'expériences. Nous devons donc avoir, après ces Gabonais formés, encadrés, nous devons avoir un financement qui est adapté. Le fonds de garantie
a pour objectif de favoriser, d'améliorer la flexibilité du secteur bancaire et du secteur des établissements de microfinance pour faire en sorte que non seulement le taux à la sortie soit moins important, mais également faire en sorte que nous ayons davantage d'intérêt pour les banques de financer les PME. C'est 50% de garantie et je peux vous assurer que ce n'est pas rien. Monsieur le ministre, ça veut dire que ce fonds ne se substitue pas aux banques? Ah non, pas du tout. Le fonds ne se substitue pas aux banques, les banques vont continuer à faire leur étude, mais le fonds matérialisera la volonté du gouvernement justement de voir l'accompagnement des PME être amélioré. Alors, parlons maintenant de cette réforme, et notamment la partie qui nous intéresse, c'est celle qui concerne les artisans, avec ce statut particulier que votre département entend mettre en place pour cette partie de compatriotes. Quelles sont ces avancées aujourd'hui? Écoutez, déjà, il faut que nous nous remettions dans le contexte pour savoir exactement ce qu'est l'artisanat. Au Gabon, jusqu'à présent, notre ministère a dénombré près de 200 métiers dans l'artisanat, qui comptent l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat des services. En France ou dans d'autres pays, ils sont à plus de 400 métiers, donc ça veut dire que nous devons continuer notre recensement et pour mieux encore cerner les artisans. Cette réforme consiste d'abord à leur donner une représentation. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de la réunion que nous avons organisée avec l'ensemble des artisans d'Afrique centrale en créant à Libreville la Confédération des artisans et petites entreprises d'Afrique centrale. C'est ce que nous avons fait en accompagnant les artisans locaux à créer la Confédération gabonaise. Cette confédération va abriter les fédérations et les associations d'artisans. Grâce à ce regroupement, nous allons, si la loi est adoptée, la loi portant orientation de l'artisanat, nous allons procéder en collaboration entre les artisans, les représentants des artisans, le ministère des PME, le ministère de la formation professionnelle, l'enseignement technique et celui de l'éducation nationale, procéder à la création d'une chambre nationale des métiers. Cette chambre nationale des métiers va contribuer à rendre beaucoup plus pertinentes les formations, va contribuer à faire en sorte que nous ayons un vrai processus normé d'apprentissage dans notre pays, pour qu'à la fin, nous ayons une carte d'artisan qui fasse que, vous savez, Monsieur Tonda, lorsque vous prenez des briques, que vous les achetez au quartier, vous ne savez pas si le briquetier les fabrique selon les normes de solidité. Quelqu'un vous recommande d'aller plutôt chez celui-ci en disant il fait des briques dures. Mais nous devons arriver dans notre pays à avoir des normes. La norme, c'est quoi? C'est de dire un sac de ciment de 50 kg, c'est 25 briques qui sortent. Ce n'est pas 35, ce n'est pas 40, ce n'est pas 45. Voilà. Nous devons avoir des normes parce que ces normes sont importantes pour la sécurité de nos populations. Mais toujours est-il qu'il y a eu quand même quelques problèmes par le passé. C'est qu'on forme bien une entreprise, on crée bien une entreprise, elle fonctionne normalement, puis après, c'est la mort parce que l'État ne peut plus payer, parce qu'elle ne peut plus rentrer dans ses fonds, alors qu'on lui demande de faire plusieurs tâches. Mais écoutez, déjà, ce qui est important, c'est de savoir qu'une fois qu'on a posé les bases concernant l'artisanat, on doit parler du statut. C'est un statut, le statut justement d'artisan ou le statut d'entreprise artisanale, tout comme le statut d'entreprenant pour les PME, c'est un statut qui va permettre de formaliser le secteur informel et qui va permettre de faciliter la création d'entreprises pour les entreprises nouvelles. C'est très important de le noter. Maintenant, pour répondre à votre question, qui est celle de dire qu'il y a des entreprises qui font des travaux pour l'État et qui meurent parce qu'elles n'arrivent pas à être payées, vous savez, on a beaucoup réfléchi sur cette question au niveau du gouvernement. On sait, il y a des entrepreneurs dans la salle, on sait quelles sont les raisons qui conduisent à cette solution. Parmi ces raisons, nous avons bien souvent des entreprises qui saisissent des opportunités un peu rapidement, sans forcément respecter les règles. Nous avons bien souvent des entreprises qui sont des one-man show, qui n'existent pas vraiment. Et ce que nous souhaitons, nous, d'une part, c'est que les entreprises respectent les procédures et que les entreprises elles-mêmes soient structurées, et que d'autre part, nous respections de manière ferme les règles de passation de la commande publique, les marchés publics. Nous avons introduit l'obligation de respecter au minimum 70%
de la passation de marché par appel d'offres. Nous allons avancer dans le débat. Chacun doit faire sa tâche. En amont aussi, le gouvernement doit pouvoir mettre en place les dispositions nécessaires. C'est ce que j'allais développer. Monsieur le ministre va répondre à votre question, Prosper Tonda. Ce sera juste après ce reportage de notre rédaction. C'est un focus sur les entreprises, l'entrepreneuriat, le statut de l'entrepreneur. Entreprendre est plus que jamais. Si l'entrepreneuriat est aujourd'hui le fer de lance des plus hautes autorités en quête d'une meilleure diversification de l'économie nationale, d'un nouveau souffle, le challenge est double pour le ministère en charge des petites et moyennes entreprises qui doit d'une part convaincre les Gabonais d'entreprendre et d'autre part, les convaincre d'entreprendre dans un cadre normalisé. Car qui dit entrepreneuriat dit entreprise, bien sûr, mais également entrepreneur. Si le cadre de l'entrepreneuriat est en cours de normalisation, avec par exemple l'ouverture du Centre de développement des entreprises, outil national dédié à la création des entreprises, ou encore la mise en place d'incubateurs nationaux facilitant et accompagnant la concrétisation du projet d'entreprise, on ne sait pas trop dans quelle catégorie ranger toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec leur PME ou leur PMI, pas toujours enregistrés légalement, produisent des briques, cuisinent de la confiture, font dans le prêt-à-porter, offrent des services esthétiques à domicile ou encore enchaînent toute la journée, comme on dit, des bricoles. Toujours est-il qu'entre artistes et artisans, ces hommes et ces femmes participent à donner à notre économie cet élan tant recherché par les autorités, celui de l'initiative et de l'entreprise. Dès lors, il apparaît logique que ces entreprenants, formule adoptée par le ministre Biendi Maganga Moussavou, occupent officiellement une place dans notre système économique et social et soient reconnus par un statut qui leur est propre, un statut qui leur garantirait une couverture sociale et une pension de retraite. 300 000 personnes pourraient en bénéficier d'ici 3 à 5 ans. C'est l'engagement du ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui y travaille d'arrache-pied, voyant également dans ce dossier une nouvelle occasion de tordre un peu plus le cou au secteur de l'informel. Biendi Maganga Moussavou, dans quelques jours, votre ministère organise la journée de concertation stratégique pour l'entrepreneuriat. Votre réaction et quels seront les objectifs de cette journée? Vous savez, pour nous, la journée représente un moment important parce que ce sera l'occasion pour nous de confronter réellement aujourd'hui avec le monde de l'entreprise ce que nous avons fait depuis que nous avons la charge du ministère des PME avec leurs besoins. Ce sera l'occasion de les informer, l'occasion de leur montrer comment nous avons décidé de prendre en main leur situation. Alors, vous aurez au cours de cette journée la présentation, justement une explication sur la loi de promotion des PME chargée et des champions nationaux. Vous aurez également une explication sur le dispositif prévu pour l'artisanat. En même temps, nous présenterons la cellule d'entrepreneuriat des Gabonais résidant à l'étranger qui a été validée par le Conseil des ministres du 27 février dernier. Nous prendrons soin également de présenter l'état d'avancement de nos travaux et si possible, nous signerons une charte entre les PME et les grandes entreprises pour valider les échanges de méthodes, le transfert de bonnes pratiques entre les PME et les grandes entreprises, justement pour arriver à cette labellisation et cette qualité de prestation des PME. Nous comptons beaucoup sur l'ensemble des confédérations patronales pour s'intégrer dans ce processus et faire en sorte que nous fassions comme ça un début qui nous permet d'être dans la logique de la mise en place de cette bourse de sous-traitance qui va permettre aux PME gabonaises de devenir beaucoup plus spécialisées, tout comme aux artisans et aux entreprises artisanales de souscrire, de soumissionner pour les appels d'offres privés de sous-traitance et encore d'être beaucoup plus efficace face à la commande publique. Cette journée va également consister à présenter la formation des formateurs, à donner la parole aux artisans pour qu'ils nous présentent leur programme de mise en œuvre de constitution de leur groupement. Et nous allons également
avoir l'opportunité de présenter, nous présenterons, et ça c'est très important, le site à la page, le portail en ligne du ministère, qui est lui un recensement de l'ensemble des acteurs de l'entrepreneuriat national, un référencement de ces acteurs et un lieu d'échange entre eux pour que nous puissions justement mieux cerner notre économie. Il s'agira aussi d'un portail interactif, donc les entreprises pourront communiquer également entre elles? Les entreprises pourront communiquer entre elles, pourront avoir des informations bien précises sur les opportunités du marché. Je pense aux appels d'offres publics, je pense aux appels d'offres dans le cadre de la sous-traitance, je pense aux opportunités entre entreprises et même aux formations et à l'évolution du cadre juridico-réglementaire. C'est très important que nous puissions organiser ce dialogue. Le monsieur ou la dame qui fait des coupés-coupés, que nous aimons bien manger, vous et moi, monsieur le ministre. Tout à fait. Alors, où est-ce que vous le mettez, celui-là? Écoutez, celui qui fait les coupés-coupés et qui n'est pas constitué en entreprise ou qui n'est pas reconnu comme étant un artisan, qui n'a pas de statut, est dans le secteur informel. Mais il se trouve que le problème du secteur informel, c'est qu'ils sont soumis à une parafiscalité très importante et considèrent qu'ils sont en règle avec l'État. Ce qui n'est pas, à notre sens, de nature à encourager l'entrepreneuriat, à encourager la maîtrise de l'ensemble des paramètres sociaux qui rentrent en ligne de compte. Je m'explique. Celui qui fait les coupés-coupés, il n'a pas de couverture maladie. D'accord. Celui qui fait les coupés-coupés n'a pas de retraite. Non. Celui qui fait les coupés-coupés estime que la pression fiscale est trop importante. Ce que nous souhaitons faire, c'est avec le statut d'entrepreneur ou avec le statut d'artisan, qui est exactement la même chose, mais qui est destiné à deux types d'activités différentes. Ce que nous souhaitons faire, c'est leur donner un encadrement, encourager les Gabonais à créer des entreprises, faciliter la création, rendre les procédures de création beaucoup plus simples qu'elles ne le sont pour d'autres types d'entreprises. Un entrepreneur ou un artisan, c'est jusqu'à 30 millions de chiffre d'affaires, donc c'est suffisamment large pour couvrir des activités diverses et variées. Un entrepreneur, c'est une couverture maladie, c'est une couverture retraite. Nous travaillons avec les experts de la CNSS et de la CNAMGS pour justement définir quel va être le montant de l'impôt, l'impôt libératoire qui va être appliqué à ces activités. Dans beaucoup de pays, on est autour de 1 à 2% pour ces statuts. Et ça permet justement d'avoir une fiscalité très simple et d'encourager justement les personnes à s'investir dans ces entreprises. Pour parler simplement, pour tous qui vous écoutent, Monsieur le Ministre, il ne s'agira pas d'une surtaxation au niveau de l'activité. Bien au contraire, on pourrait garantir tout le statut social de ces entrepreneurs. Exactement. D'un point de vue fiscal, c'est un impôt unique et pas de parafiscalité. Et d'un point de vue social, c'est, je veux dire, l'assurance qu'on a investi pour sa retraite et qu'on a contribué pour sa retraite et qu'on n'est plus un poids. Je vais profiter de l'enseignant que vous êtes. Qu'est-ce que vous entendez par parafiscalité, Bindi Manganga Moussavou? Écoutez, la parafiscalité, c'est tous les tickets que les commerçants payent tous les jours au marché, à la mairie ou à l'administration. Je prends par hasard. Ce n'est pas reversé dans les caisses? Non, ce n'est pas une question de reversement dans les caisses. La question n'est pas là. La question est que nous voulons aujourd'hui encourager la création d'entreprises, encourager les initiatives privées. Donc nous devons donner justement à cette création un cadre qui encourage, qui soit rassurant, un cadre simple. C'est important. Vous savez, quelqu'un qui crée une entreprise au départ, il a fait l'effort de créer son entreprise. Il a fait l'effort de sortir de son quotidien pour aller affronter un peu l'inconnu. Parce que l'entreprendre, ça doit être une passion parce que c'est difficile. On est heurté à la difficulté. Et vous voulez lui donner des conditions de vie dès le départ qui soient difficiles? Ce n'est pas possible. C'est très important parce que nous avons un secteur informel qui est encore trop présent dans notre économie. Et nous avons du mal à le maîtriser. Et aujourd'hui, nous ne devons plus laisser la situation à l'état.
Le statut de l'entreprenant, si nous l'avons appelé l'entreprenant, c'est parce que nous avons voulu être en conformité avec les textes de l'OHADA. Mais dans d'autres pays, on parle d'auto-entrepreneur. Le Maroc a adopté le statut d'auto-entrepreneur. Et en moins de 3 ans, ils en sont à 60 000 entreprises créées. Le Gabon a décidé de suivre les exemples qui sont les plus réussis. Et donc, nous n'avons pas de raison de ne pas croire que c'est la bonne solution. Nous allons maintenant à présent suivre le prochain reportage et nous allons poursuivre le débat entre notre invité et Prosper Tonda. Ce bon vieux Confucius nous le répète depuis 2500 ans. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Et son message semble enfin trouver écho sur nos rives. Il est même au cœur des politiques publiques engagées au bénéfice de la modernisation des paramètres de l'économie. Cette fameuse transformation locale des matières premières, le Made in Gabon, voulu, porté par les plus hautes autorités du pays à la croisée des chemins. Tous les jours, chez le boutiquier, au marché, sur la route et dans les grandes surfaces, le consommateur prend le pouvoir. Il a le choix, de plus en plus souvent le choix, entre le local et l'importé. Pour remplir la marmite, l'offre est de plus en plus étendue et malheureusement, faute de signalétique adaptée, on le remarque assez peu. Pour les viandes, privilégions les produits pays, comme le bœuf gabonais, le poulet gabonais, le porc et maintenant l'agneau gabonais. Goûtez donc, c'est aussi bon et parfois, mais pas tout le temps, moins cher. Côté poisson, large éventail bien connu, on fuit la sole qui a fait 2 jours de camion frigo et 6 heures d'avion pour arriver de Normandie. Des légumes à foison, made in Gabon, vous reprendrez bien de la salade de pays, des courgettes, des tomates, maintenant des poireaux, sans oublier les produits transformés, le café en direct de la plantation, le sirop de gingembre, le sucre, un ballotin de chocolat, pourquoi pas. On finit au rayon ménager, grosse économie à faire en choisissant du fait sur place, les produits d'entretien, la javel, etc., les rouleaux hygiéniques, les mouchoirs en papier, les sacs poubelles, podium spécial à l'excellent savon de l'Embarréné, 10 fois moins cher que celui de l'Olympique de Marseille. Résumons, en achetant le fait au Gabon, la dépense est inférieure et ce que l'on paie revient en quelque sorte dans nos poches, puisque ce sont des Gabonais qui produisent et qui fabriquent. Prosper Tonda, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous êtes en train, dans le cadre de la réforme, en train de tout faire pour que cela aboutisse. Est-ce que vous n'allez pas sur une terra incognita? Votre reportage montre des produits gabonais dans les rayons de la grande distribution. Par contre, aujourd'hui, il ne s'agit pas pour la grande distribution de continuer à prendre quelques produits gabonais. Nous avons des exemples. En France, Intermarché a investi dans le soutien réel des paysans, à structurer la production, à aider la transformation également à se structurer, a investi dans le transport, a investi donc dans la commercialisation de produits made in Gabon, le made in France. C'est ce qu'il faut également ici, que la grande distribution soit de plus en plus des acteurs qui facilitent le développement du made in Gabon, notamment dans le domaine agricole, en investissant directement auprès des producteurs. C'est très important. Et c'est d'autant plus important que le Made in Gabon, c'est du consommer local, c'est financer l'économie locale plutôt que de financer les économies étrangères. Tout ce que nous importons, c'est financer leurs économies, c'est financer leurs emplois. Alors que nous avons, justement, vous l'avez décrit très clairement, M. Tonda, vous l'avez décrit, les Gabonais ont besoin d'emplois, les Gabonais ont besoin donc de création d'entreprises et le secteur de l'agriculture ou le secteur agroalimentaire, l'agro-industrie, est un secteur porteur. Depuis 2009, c'est 10 000 emplois créés. Nous devons donc poursuivre. Le programme du gouvernement est de créer 30 000 emplois sur les 3 ans du plan de relance de l'économie. Et ces 30 000 emplois passent justement par la réorientation de nos efforts vers l'intérieur du pays, vers la structuration de notre production locale. Et nous avons également demandé à cette grande surface de réserver un corner beaucoup plus grand
à la production gabonaise. C'est ce qu'on vous reproche, oui, qu'est-ce qu'on me reproche? De ne pas faire assez de protectionnisme par rapport à ces produits-là. C'est quoi? C'est finalement une partie visible de l'iceberg. Justement, c'est bien ce que je disais, ce que nous leur avons demandé. Ce n'est plus d'avoir des rayons là qui soient ils sont noyés, en plus, vous savez, c'est pas forcément avec des grandes promotions. Mais vous avez raison. On ne se retrouve pas facilement. Aujourd'hui, nous revendiquons le droit d'avoir des corners, des espaces bien spécifiques, suffisamment grands dans les grandes surfaces. Mais aujourd'hui, l'ambition au Gabon, ça doit être de faire comme la Côte d'Ivoire. C'est d'avoir carrément des grandes surfaces où nous ne trouvons que des produits gabonais. Alors là aussi, on va vous poser cette question. Est-ce que c'est possible? Ça y est, la production gabonaise peut répondre à toute la demande en fait, du consommateur? Mais les Gabonais sont volontaires. Les Gabonais, nous les formons. Depuis, nous en sommes à 2 formations organisées. On a organisé une formation lors de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On a formé 500 femmes, on leur a donné une formation sur une semaine, 500 membres de coopératives et associations en matière de conditionnement des produits. Nous avons encore formé des femmes avec la FAO en matière de transformation de produits agroalimentaires. Nous avons mis en œuvre un dispositif pour faire une formation des formateurs, lesquels formateurs vont répandre les bonnes méthodes, les bonnes pratiques aux associations de l'ensemble du pays. Et les autres ministères également sont engagés qui dans la formation professionnelle, qui dans l'agriculture, à faire en sorte que les efforts soient réellement conjugués. Les Gabonais aiment consommer leurs produits. Je ne vois pas qui n'aime pas consommer des produits gabonais. Nous tous, M. Tonda, vous-même, Mme Ochanga, vous mangez gabonais tous les jours. Aujourd'hui, il s'agit de le structurer, de l'organiser. Moi, je suis convaincu que le moment est le meilleur. Nous avons une conjonction de situations. La volonté politique a été clairement définie par le président de la République. Nous avons donc un cap clair à atteindre, celui de faire en sorte que non seulement les produits gabonais soient sur le marché, mais que ce soit des produits gabonais qui soient de très bonne qualité, d'une qualité compétitive, pour pallier ces importations qui font la consommation locale. Ça signifie que votre ministère va aussi, dans quelques jours, proposer peut-être à la réflexion de faire en sorte que nous puissions avoir des produits, par exemple, on va dire, des appellations d'origine protégées ou contrôlées. Les appellations d'origine contrôlées, c'est essentiel. C'est essentiel. Beaucoup de pays tirent une partie de leur prospérité des produits qui jouissent de l'appellation d'origine contrôlée. Je pense au Cameroun avec le poivre de Penja, je pense à la Côte d'Ivoire avec l'Atiéké, et je pense à la France avec le vin de Bordeaux. On ne vend pas du vin de Bordeaux fabriqué à l'extérieur. Nous avons énormément fabriqué en dehors de la Gironde. Nous avons des produits qui sont notre identité et qui ne sont fabriqués qu'au Gabon. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous trouvez normal de voir des masques qui sont réputés fabriqués au Gabon être des masques Téké, des masques Kota, des masques Pounou, vendus à l'extérieur? Donc il y a une vraie économie du masque gabonais. Mais ce masque gabonais, pour la plupart, ce que vous retrouvez dans les galeries, ne sont pas fabriqués au Gabon, ni même en respectant les règles traditionnelles de fabrication, ni par des Gabonais. Parce qu'il y a des failles. Parce qu'il y a des failles. Or, aujourd'hui, dans le cadre de l'appellation d'origine contrôlée, dans le cadre de l'OMC, nous avons la possibilité de protéger nos produits. Et c'est ce que nous devons faire. Donc une labellisation de ces produits. Oui, une labellisation des produits gabonais pour les protéger, pour que le bénéfice de cette économie revienne aux producteurs gabonais. On appelle ça le commerce équitable. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a, il y a quelques années, demandé à tous les gouvernements faisant partie de son espace, de son écosystème, de faire une liste des produits susceptibles d'être protégés. Alors, jusque-là, le Gabon n'a pas fait signe de vie. En ce qui nous concerne, le signe de vie a été fait, puisque nous travaillons justement ici avec le représentant local de l'OAPI. Et je peux vous dire que, contrairement à l'idée reçue, nous travaillons. Mais vous savez, c'est de bonne guerre. On a l'habitude, quand on est au gouvernement, d'être critiqué. Aujourd'hui,
vous voyez que, contrairement à ce qui se dit, nous travaillons et je suis heureux d'avoir sur ce plateau mes 2 secrétaires généraux qui sont là en charge de ce dossier et qui, très bientôt, j'espère, nous le ferons aboutir. Merci Prosper Tonda d'avoir été des nôtres. À présent, Monsieur le Ministre, je vous propose de suivre ce reportage sur le répertoire numérique des entreprises au Gabon. Voici donc Alapage, ALAPAJ.ga, la solution d'aujourd'hui à nos problèmes de toujours. Une plateforme dynamique d'information qui pose un cadre de dialogue interactif, dit-on en langage administratif. Traduction, c'est un site internet qui fait entrer les artisans et les PME, tous les prestataires de services, dans l'ère moderne, celle du numérique. Aujourd'hui, c'était hier. On cherchait un maçon, un plombier, un électricien, un fournisseur. Eh bien, système D comme débrouille et souvent comme déception. On récoltait les 02, les 05, les 07 de plein de gens, recommandés ou pas, et sans être sûr de rien. Alapage va nous régler le problème. Travail de longue haleine, car il fallut d'abord récolter l'information, recenser, vérifier, normaliser des milliers de contacts, les classer, les transformer en data, les faire entrer au carré dans la plateforme. De l'annuaire papier existant, patiemment produit par le ministère, on est passé en mode web avec ce slogan définitif « Soyez à la page » et qui ne veut pas l'être. Tout est dans le ventre de la machine, accessible en quelques secondes. Les artisans et les PME donc, mais aussi les coopératives et associations, les incubateurs, les contacts diaspora et les opportunités de marché. 49 000 entités identifiées et beaucoup d'autres encore à ajouter. Invitation à la formalisation progressive des acteurs économiques de l'informel, un bonus de visibilité pour chacun, l'accès instantané à l'info pour le public, le bénéfice est partagé. Et l'étape d'après, la labellisation, permettra la certification de la qualité. Vous venez de suivre ce focus sur le portail Alapage. Votre réaction par rapport à ce reportage? Écoutez, je suis très heureux de voir que les équipes ont travaillé justement à faire en sorte que ce site, ce portail soit une réalité. Nous allons en faire le lancement officiel lors de la journée de concertation stratégique d'entrepreneuriat national. Vous savez, à la base de ce portail, il y a d'abord un annuaire des PME que j'ai hérité de mon prédécesseur, Madame Baird, et qui recensait un certain nombre d'entreprises qui, dans le but de leur donner une crédibilité en termes de passation de la commande publique, pour participer à la commande publique, pour participer à la sous-traitance. Nous avons décidé d'étendre ce projet à l'ensemble de l'entrepreneuriat national, puisqu'il était de notre devoir de mettre tout le monde en évidence. Nous avons mis en évidence les PME, nous avons mis en évidence les artisans, nous avons mis également en évidence les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Parce que tout ça, c'est notre entrepreneuriat national. Et grâce au numérique, qui aujourd'hui constitue, et ça, je pense que nous en sommes tous convaincus, l'une des plus formidables avancées de notre temps, grâce au numérique, nous pouvons donner la parole, nous pouvons donner une visibilité au sculpteur qui est à Mouila, on va dire, nous pouvons donner une visibilité à la PME qui se trouve à Chibanga, ou alors aux associations qui produisent du manioc Habitam. C'est important de savoir que grâce aux moyens que nous utilisons, c'est-à-dire une application Google Play ou une connexion en ligne, nous avons la possibilité de mettre en évidence leurs produits. Ce portail est évolutif en termes de recensement. Aujourd'hui, au cours du lancement, donc dans quelques jours, on peut recenser, vous avez recensé combien d'entreprises? Les nouvelles entreprises, les nouveaux enrôlements auront lieu à partir du lancement officiel. Pour l'instant, nous faisons une forme de teasing. Nous avons fait une présentation au niveau de l'Institut français lors du forum des associations. Donc c'est important qu'on s'inscrive. C'est important de s'inscrire. Voilà. Si on n'est pas inscrit, on n'existe pas. Il faut s'inscrire. Tous ceux qui ne sont pas inscrits, je vous invite, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise,
chers artisans, chères associations, je vous invite à être à la page. Soyez à la page, puisque nous souhaitons tous l'être. Et c'est important parce que ça va vous donner l'occasion de parler entre vous, ça va vous donner l'occasion d'être visible, ça va vous donner l'occasion de montrer ce que vous savez faire. Vous avez l'occasion incroyable de ne plus être isolé et de montrer réellement ce qui se fait au Gabon en matière d'entrepreneuriat national. Le message est passé, bien dit Manganga Moussavou. Juste le temps pour moi d'accueillir avec vous Manix Mondjo. Bonsoir Manix. Bonsoir Patricia. Avec vous le volet économique et social du département. Oui, c'est cela. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Quel type d'entreprise vous invitez là à être à la page? Toutes. Toutes. Celui qui fait les coupés est concerné aussi? Écoutez, à partir du moment où il est une entreprise, il doit être là, il doit être présent, il doit être géolocalisé. À la page est organisée par secteur géographique, par secteur d'activité. Donc, toutes les activités présentes au Gabon doivent être sur le portail. Est-ce que vous avez les capacités de toutes les suivre une fois elles viendront, elles se sont inscrites? Est-ce que vous allez pouvoir toutes les suivre? Qu'est-ce que vous appelez suivre? Mais bien, vous imaginez que si le coupé-man, comme on le lit vulgairement au quartier, viennent se faire inscrire, la dame qui fait aussi, je pense, la braise, du poulet au quartier peut aussi venir s'inscrire, on peut se retrouver là avec une multitude d'entrepreneurs, d'entreprises dans ce répertoire numérique. Alors comment est-ce qu'on va les suivre? Il y en a qui auront besoin d'être formés. Vous savez, vous comme moi, mangeons des coupés-coupés. Vous comme moi, mangeons du poulet braisé. D'accord? Nous avons besoin de les recenser. Parce que, vous voyez, moi, mon coupé-coupé préféré, il est du côté d'Ikwala, au tournant, derrière, quand on va vers là. C'est là que je m'aperçois que nous avons le même, fournisseur. Il est bon. Il est identifié, merci. Voilà. Imaginez ce dernier, justement. Mais comment est-ce qu'il va arriver? Lui, il découvre cet univers numérisé, tout cela. Alors, il a besoin d'être formé, justement. Laissez-moi vous dire ce qui est l'intérêt de cette démarche. Vous comme moi, mangeons des coupés-coupés chez ce monsieur. Nous ne savons rien de la manière dont il est formé, de la manière dont il respecte l'hygiène alimentaire. Nous ne savons rien de l'endroit où il s'approvisionne. La traçabilité de son produit de base, le bœuf. Nous nous contentons, vous et moi, comme des gourmets, si vous voulez, de manger ces coupés-coupés à chaque fois que nous passons par là, tellement c'est bon. Alors, aujourd'hui, en tant que gouvernant, notre responsabilité, c'est de nous assurer que chacun de ceux qui font des coupés-coupés dans le pays, ou de ceux qui coiffent, ou de ceux qui font des briques, ou de tous ceux qui constituent cet entrepreneuriat, justement, nous sommes obligés de nous assurer qu'ils sont référencés. Nous devons nous assurer qu'ils respectent les normes, que la sécurité alimentaire est respectée. C'est notre rôle en tant que gouvernant de protéger nos concitoyens. Moi, je voulais revenir, Patricia, avec votre permission, sur cette parafiscalité des entreprises qui font dans l'informel. J'ai bien compris que vous entendez par parafiscalité le paiement des patentes, des taxes municipales. Et pour vous, à vous entendre tout à l'heure avec Prosper Tonda, c'est que ce régime-là, cette façon de fonctionner n'est pas la meilleure. On a envie de bien comprendre pourquoi est-ce que vous êtes d'abord seul à pouvoir mettre fin au paiement des patentes, des taxes municipales et pour faire place désormais à l'impôt avec le statut d'entrepreneur. Ce que nous disons, c'est que celui qui a le statut d'entrepreneur ne doit plus être exposé à cette parafiscalité. C'est l'intérêt du statut. Si vous avez ce statut et que vous êtes protégé, clairement, je ne vois pas pourquoi on vous ferait payer autre chose. La répartition maintenant de ce qui est prélevé se fera différemment. Pour ce statut, il sera délivré, je ne sais pas, une carte, un identifiant pour que... Bien entendu. Au cours des contrôles, ce sera bien clair pour tout le monde. Bien entendu. Alors, le salon de coiffure, celui chez qui nous allons tous, n'aura plus besoin de payer la patente, mais au contraire, il sera contrôlé mensuellement pour payer ses taxes, les impôts, ainsi de suite, afin d'avoir une sécurité sociale. Mais en général, vous savez, il n'a pas besoin d'être contrôlé mensuellement. Il ouvre un compte bancaire, il déclare son chiffre d'affaires et il est prélevé sur son compte mensuellement ou trimestriellement du montant de l'impôt correspondant à son chiffre d'affaires. C'est ce qui se passe ailleurs. Cela demande tout de même une phase de sensibilisation afin que tous ces entrepreneurs, ces acteurs-là aussi de l'économie puissent avoir l'information. C'est assez important. Monsieur le ministre, vous demandez 30% de part de marché local pour les PME, PMI. Est-ce que ce pourcentage
est respectée ou va être respectée au regard de ce qui se fait sur le terrain? La volonté du gouvernement, déjà en adoptant, en préparant un nouveau code des marchés publics, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire en sorte déjà qu'au moins 70% de la commande publique soit passée par appel d'offres. Notre volonté, c'est de faire que nous réservions une part significative aux PME dans tous les marchés qui sont passés dans notre pays. C'est très important. C'est très important. C'est une volonté politique que d'arriver à ce niveau. Donc, nous ne sommes pas là pour dire que avant c'était bien ou avant c'était mal. Nous sommes dans l'action. Et l'ensemble des ministères qui ont été impliqués dans la rédaction de ce nouveau code des marchés publics sont de cet avis. Nous, ce que nous pensons au ministère des PME, c'est que nous sommes ravis de ce nouveau texte qui nous donne une présence dans les commissions d'appel d'offres. Ce que nous pensons également au niveau du ministère des PME, c'est qu'en plus des quotas réservés aux PME, nous devons renforcer la pratique de l'allotissement dans la passation des marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore certains marchés publics qui sont passés dans des lots qui sont beaucoup trop importants. Mais plutôt que de faire un appel d'offres sous cette forme, avec l'allotissement, on va prendre un lot gros œuvre, par exemple, un lot menuiserie alu, un lot menuiserie bois, un lot clôture, un lot plomberie, un lot électricité, un lot maçonnerie, charpente, maçonnerie, voilà. Et ça fait que mécaniquement, davantage de PME auront accès à ce marché. Ce ne sera pas un marché fermé qui sera réservé uniquement à la sous-traitance. C'est très important parce que nous avons des entrepreneurs qui nous regardent, nous avons des entrepreneurs qui nous écoutent et qui savent très bien que cette mesure est pertinente. Et par ailleurs, il est important dans la structuration de notre tissu entrepreneurial que nous ayons des entreprises spécialisées. La notion d'entreprise BTP tout corps d'État doit finir. On ne peut pas être spécialiste de tout et tout connaître et tout faire bien. Donc, il faut laisser les entreprises gabonaises avoir des compétences bien spécifiques. C'est en s'organisant comme ça que nous aurons toute l'efficience possible et que nous verrons davantage de PME bénéficier de cette. C'est toujours là la logique de la norme? Bien sûr. Bien sûr. Pour cela, c'est dans la logique de la norme. Il faut communiquer. Imaginez, on vient de placer la passerelle piétonne à plein ciel, mais ce n'est visiblement pas une PME gabonaise qui l'a fabriquée, tout au moins. Fabriquée, non installée. Oh, c'est un détail. Mais imaginons, est-ce qu'à travers votre volonté politique... C'est un détail que vous évoquez. Mais vous le savez, peut-être. Non. Avec cette volonté politique, on pourrait avoir une PME gabonaise, se voir doter le marché de rien que de la fabrication de la passerelle piétonne. Mais bien entendu, c'est pour ça qu'il faut des PME spécialisées. Le problème, c'est qu'on en revient à ce que permet à la page. S'il y a une commande de passerelle et que l'appel d'offres est affiché sur le site à la page, mais vous avez des PME qui pourront justement dire « Ah, tiens, moi, je suis spécialiste, je souscris, je soumissionne ». C'est cela. Mais à côté de ça, je vais vous prendre un exemple. Le gouvernement a fixé un certain nombre de secteurs qui sont une priorité. Secteurs à fort potentiel. On a identifié l'habitat et le BTP. On a identifié les mines, le tourisme, la pêche, l'agriculture, le numérique. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait des incubateurs sectoriels dans chacun de ces domaines prioritaires pour faire en sorte que nous ayons des entreprises de pointe, des entreprises innovantes qui se créent. Quelles sont les relations que vous avez avec ces incubateurs existants? Déjà, en ce qui concerne les incubateurs existants, nous saluons leur présence. Nous avons la chance d'avoir des initiatives qui se sont déjà mises en place. Je pense à l'incubateur de Junior Achievement, je pense à tous les autres incubateurs qui sont en place dans le pays. Nous travaillons à faire en sorte que le rôle de régulation du ministère des PME soit consigné dans les textes de loi, dans une loi, pour nous donner la possibilité d'accompagner, de contrôler, de faire en sorte que la qualité soit la meilleure qui soit en matière d'incubation. Mais un incubateur, qu'est-ce que c'est? Un incubateur, c'est un endroit où quelqu'un arrive, soit pour améliorer son employabilité, parce que le modèle gabonais que nous avons choisi, c'est des incubateurs qui
améliore l'employabilité des jeunes. Ce que nous avons choisi, c'est de faire au minimum 100 jeunes dont nous améliorons l'employabilité chaque année, au cas des incubateurs, et de faire en sorte qu'à côté, nous accompagnons le processus de création d'entreprise. Création d'entreprise, ça veut dire avoir une idée, la rendre mature et faire en sorte qu'elle soit éligible à un accompagnement par des fonds d'amorçage. C'est à ça que ça sert, les incubateurs. C'est vrai que le terme est tout à fait nouveau. Beaucoup le découvrent au Gabon. Beaucoup le découvrent dans notre pays, mais il est très familier dans beaucoup d'autres pays d'Afrique et porte leurs fruits. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul terme qui paraît nouveau dans notre culture au Gabon. Il y a aussi les start-up, monsieur le ministre. Alors les start-up, ça, il s'agit des sociétés incubées ou non incubées qui se mettent sur le marché. C'est une société qui commence. C'est besoin start, quand vous appuyez sur le bouton start. Et puis voilà. Avec un gros rapport avec le numérique, les start-up. Oui, sont souvent en ligne, oui. Ce sont des plateformes en ligne. Historiquement, oui. Et vous, quelle est votre politique? Qu'est-ce que vous prévoyez? Quelle est votre stratégie pour le développement des start-up au Gabon? Parce que ça marche bien dans les pays développés, les pays industrialisés. Et pourquoi pas au Gabon? Ok. Alors, dans mon entendement, start-up, ce n'est pas uniquement le numérique, c'est l'ensemble des start-up dans tous les secteurs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous souhaitons donc faire en sorte que les incubés puissent... que l'incubation puisse se dérouler à travers le pays pour avoir des pôles économiques répartis sur l'ensemble du territoire, pour ne pas que tout le monde se vienne sur Libreville. Et par la suite, je sais que le problème majeur de la création d'entreprises, c'est le financement, ce sont les fonds d'amorçage. Je salue ici la finalisation du programme qui nous conduira très prochainement à la création du fonds de capital investissement au Koumé, sur lequel... a travaillé le directeur général du FGIS très rapidement, qui commencera avec 20 milliards, dont une partie sera destinée à servir de fonds d'amorçage aux startups qui incubées, et l'autre sera destinée à financer les PME, plus précisément celles qui auront été identifiées pour potentiellement devenir des champions nationaux. Elles auront quel statut, les startups? Entreprenants? Écoutez, si elles trouvent que c'est le statut qui est le meilleur pour elles, elles auront le statut d'entrepreneur, mais un statut, c'est transitoire. Vous commencez en étant entrepreneur et très vite, vous pouvez changer de statut dès lors que vous êtes au-dessus des 30 millions. Mais c'est pour encourager et faciliter la création d'entreprises. Nous sommes dans un monde, monsieur le ministre, de parfaite globalisation où le numérique a pris le dessus et vous semblez très bien montrer que vous êtes d'accord avec cela. Et l'e-commerce, bien dit Manganga Moussavou, en est un facteur visible et là aussi concret. Alors, comment faire pour que le Gabon s'arrime à cette manière de vendre des produits et des services? L'e-commerce, j'entends. Écoutez, déjà, l'avantage que nous avons dans notre pays, c'est que nous avons très vite compris que nous ne pouvons pas être absents de cette bataille du numérique. La couverture d'Internet dans notre pays est très bonne. Nous avons une bonne maîtrise des téléphones portables. Les Gabonais en ont 1, 2, 3, 4 pour certains. Et donc sont très familiers de l'utilisation de ces produits. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que à partir du moment où nous avons tous une maîtrise plus ou moins grande du numérique, ce numérique doit nous permettre de vendre nos produits. Mais les limites, les frontières ne sont plus les frontières de notre village, de notre province ou de notre pays. Ce sont des frontières dématérialisées, des frontières internationales. Ce qui veut dire que nous devons investir, nous engager dans des produits innovants pour qu'ils soient compétitifs. Parce qu'à force, nous devons comprendre que ce que nous produisons au Gabon est en concurrence avec ce qui est produit dans des pays complètement lointains que nous ignorons même, mais qui sont sur les mêmes latitudes, qui ont le même climat. C'est très important. Le numérique, ce n'est pas le numérique qui fait que nous dynamisions en lui-même notre économie. Ce qui dynamise l'économie, c'est l'innovation, c'est la compétitivité. C'est de l'innovation que vient la compétitivité. Donc nous devons avoir davantage d'exigences dans ce que nous faisons. Nous devons avoir des managers les mieux formés possibles. Nous devons avoir des créations d'entreprises qui sont accompagnées en termes de financement et nous devons également accompagner les entreprises dans l'accès au marché. C'est important.
Alors tout cela, incubateur, start-up, entrepreneur, entreprise, des termes que vous-même PMI. vous maîtrisez, que vous affectionnez à ce que je vois. Oui, et j'apprends davantage avec vous, j'en profite. Merci beaucoup. Depuis les années 90, on parle de la diversification de l'économie gabonaise, mais ces 10 dernières années, on en parle avec beaucoup d'acuité eu égard à la baisse drastique des revenus issus de la rente pétrolière, vous le savez très bien. Alors comment l'entrepreneuriat au Gabon que vous prônez à travers l'octroi d'un statut particulier peut contribuer efficacement à diversifier l'économie gabonaise? Écoutez, déjà, il est clair qu'effectivement, vous faites bien de le rappeler, le Gabon est engagé dans une diversification de son économie. Que suite au choc pétrolier, si nous n'avions pas engagé cette diversification de l'économie, nous aurions subi des conséquences beaucoup plus fortes suite à cette diminution du revenu pétrolier. Aujourd'hui, l'enjeu pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que la part des revenus non pétroliers dans les recettes de l'État augmente pour éviter justement que nous soyons trop dépendants. Alors, le rôle du ministère des PME dans tout ça, c'est quoi? Il y a des secteurs que je vous ai cités, des secteurs à fort potentiel qui ont été identifiés par le gouvernement. Je ne les rappellerai pas, même si la répétition ne posera pas de problème. Je citerai le numérique, je citerai l'agriculture, je citerai la pêche, le tourisme, et le BTP et plein d'autres. Mais comment ces secteurs vont contribuer à augmenter la part du secteur non pétrolier dans les recettes de l'État? Mais c'est en ayant des acteurs structurés qui interviennent dans ces secteurs et qui se développent. C'est de cette manière, et justement, quand ces acteurs se développent, il faut que nous puissions les identifier, nous puissions les accompagner, parce que c'est ainsi que nous aurons un revenu produit qui sera mieux maîtrisé, une contribution au PIB qui sera mieux quantifiée. Aujourd'hui, on ne peut pas, en ayant des acteurs qui sont nombreux mais dans l'informel, maîtriser la manière dont les revenus sont soit exportés, soit produits. Nous avons un gros enjeu. Et notre ministère, le ministère de la promotion des PME chargées d'entrepreneuriat national, entend aider justement les ministères sectoriels à organiser le développement de leur filière. Je suis très heureux, vous savez, je suis très heureux que vous soyez satisfait de la création du portail à la page. J'en suis très heureux et j'espère que si vous avez une activité économique, vous vous inscrirez sur le portail. On sera satisfait quand toutes les entreprises répondront à ce nouveau outil de communication. Nous, on ne donne que l'information. Mais madame, vous savez, moi je suis satisfait. Et vous êtes une dame, vous savez qu'il y a... Je suis un vecteur de l'information. Vous savez que vous êtes une dame et vous savez qu'il y a un processus de gestation. Et la gestation doit être bien organisée pour que le bébé soit beau. Donc nous avons tout fait pour que la gestation soit belle, pour que vous soyez satisfait du bébé à la page, qui d'ailleurs devrait devenir par la suite 3 portails différents. Le portail des initiatives gabonaises, PIGA, avec un PIGA PME, PIGA artisanat et PIGA économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, PIGA? PIGA, c'est le portail des initiatives gabonaises. Les initiatives gabonaises, nous avons choisi cet acronyme PIGA parce que PIGA, c'est gabonaise, c'est PIGA Ibika, ça rappelle à beaucoup de nos concitoyens à leurs jeunes années d'études. Oui, parcours scolaire. Leur parcours scolaire. Et surtout, donc il y a une notion comment dirais-je, de cohésion nationale. Aujourd'hui, nous avons référencé 200 entreprises. Peut-être que nous arriverons très, très rapidement à 400 ou 500 types de métiers dans l'artisanat. Mais vous devez avoir une plateforme qui vous explique ce qu'est le métier, qui crée la vocation, qui permette à chacun des jeunes, parce qu'on peut s'engager, je souhaite que nous puissions nous engager dans l'apprentissage dès l'âge de 16 ans. Donc, qui permettent de donner une solution à tous ces jeunes qui soit sont en échec scolaire, soit ont une préférence justement pour les métiers de l'artisanat. Donc, vous voyez, ces portails doivent être bien spécifiques parce qu'ils vont permettre de mieux expliquer chacune des problématiques de ces secteurs. Monsieur le ministre, vous avez parlé de PIGA, ce portail qui paraît intéressant et ça a trait à la scolarité. Et moi, je voudrais prendre la balle au bon pour vous demander comment est-ce qu'on peut faire comprendre à un élève, peut-être pas encore bachelier, 4e, 3e,
que son statut, son salut, pardon, ne se trouve pas uniquement ou plus, c'est nécessairement dans la fonction publique? Écoutez, moi je pense que la question que vous posez est une question clé. Pendant longtemps, dans notre pays, il s'est agi pour certains de se dire je vais à l'école et je m'inscris dans le processus de salariat, je souhaite être fonctionnaire notamment. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec le Bureau international du travail, le BIT. Nous travaillons à introduire l'entrepreneuriat dans l'enseignement général, dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel. Pour le cycle général et technique, c'est dès la classe de seconde. Donc votre élève de 4e et 3e, quand il se pose la question de savoir où je vais, il trouvera une réponse avec le programme clé qui lui donnera réellement une vraie connaissance de ce qu'est l'entrepreneuriat. Cela devient de l'apprentissage. Exactement, c'est l'entrepreneuriat de vocation, pour être précis. Et ces curricula seront finalement accessibles aux élèves ou seront intégrés dans les programmes dans combien de temps? Tout à fait. Écoutez, nous travaillons avec les ministères concernés, l'ensemble des experts des ministères concernés. Et nous la rentrée prochaine? Nous espérons. Espérons-le. Espérons-le. Ce sera tout pour moi. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Merci, Aimé Manix Mondjo. Dans quelques instants, Biendi Manganga Moussavou, vous aurez le plaisir d'échanger également avec Cédric Bekele. Je vous retrouve tout de suite après ce petit jingle. Deuxième partie de notre émission, toujours avec notre invité, Biendi Manganga Moussavou, qui sera cette fois-ci en face de Cédric Bekele, chef d'entreprise, président, directeur général de Exo Délices, la marque de promotion, en tout cas vous avez créé la marque Crackrock. Bonsoir Cédric Bekele. Bonsoir madame. Alors après une longue expérience en Europe, vous avez décidé de faire un retour au pays et là, bien décidé de réaliser votre rêve d'entrepreneur. Ça n'a pas été facile, Cédric Bekele. Le choix n'est jamais facile, en fait, de quitter une situation, on dit, quasi confortable pour entrer et lancer une initiative qu'on porte au plus profond de son cœur. Quand on sait que là où j'étais, on m'a quand même déroulé un peu le tapis rouge à travers une agence qui s'appelle Business France pour développer en fait cette affaire en France, créer des emplois en France et une fois de plus un énième modèle en fait africain de par toutes ses racines qui allait faire ses études en France va exploiter la matière première africaine, la transformer en Europe et au final finira par la revendre aux Africains à un prix qui est souvent exorbitant. J'ai refusé et j'ai préféré venir comme ça et me lancer. Alors, Crackrock, on le retrouve sur les étals des distributeurs, en tout cas en grande distribution. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas évident. Qu'attendez-vous du gouvernement? Vous êtes en face de votre ministre de tutelle. Et la première, c'est ce sentiment que l'immense majorité en fait, des entrepreneurs se disent, ils se sentent seuls. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Je voudrais compléter pour vous présenter de manière assez exhaustive Cédric Bekele. Il est donc le créateur de la marque Crackrock. Ce sont ces chips fabriqués avec de la matière première locale, de la banane plantain, taro ou encore de la patate douce. Parfait. Écoutez, d'abord, je tiens à vous saluer et à vous féliciter d'avoir cru en votre pays et d'avoir fait le choix de rentrer au Gabon. Vous étiez, comme vous disiez, dans une situation où vous avez déroulé le tapis rouge en Occident et vous avez quand même pris le parti de relever le défi, de rentrer au pays et de créer une entité qui aujourd'hui a augmenté les standards de qualité des produits gabonais. Et donc je tiens à vous féliciter pour ça. Le gouvernement gabonais, par ma voix, par le département des petites et moyennes entreprises justement, structure son action dans le but de rompre la solidarité de nos chefs d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, nous avons travaillé à faire en sorte que le cadre législatif et réglementaire soit favorable à l'essor des initiatives gabonaises sous toutes leurs formes. Nous avons souhaité renforcer notre accompagnement en termes de formation, en termes de suscitation de l'entrepreneuriat de vocation, en termes d'organisation des échanges entre les entrepreneurs pour donner davantage de dialogue entre les différents acteurs. Nous avons fait en sorte que vous puissiez avoir un meilleur accès au financement et
vous privilégiez dans les marchés. Maintenant, une fois que c'est dit, ça paraît théorique. Mais d'abord, ce que vous représentez, c'est un changement de paradigme, un changement d'idée. L'idée selon laquelle, lorsqu'on est Gabonais, ce n'est pas vers la fonction publique, vers des emplois dans la fonction publique que nous devons nous tourner, mais vers le secteur privé, vers la création d'entreprises, que nous pouvons trouver notre épanouissement. Ce qui est important de noter, c'est que le plan de relance de l'économie a été élaboré avec les partenaires de référence de l'État gabonais. Vous avez le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Cédric Bécalé, eh ben, c'est une entreprise existante, Oui. c'est une entreprise de maintenant. La gestation, c'est important. Mais qu'est-ce qui va devenir si vous ne l'accompagnez pas, je suppose, d'ici 9 mois, pour parler de cette période de gestation? Cédric Bécalé, il a besoin de débouchés. Aujourd'hui, comme je dis, il est présent dans les supermarchés. Moi, je vois les produits Crac-Croc quand je vais à Mbolo ou quand je vais à Géance et Cadeaux. Mais il a besoin d'abord qu'on puisse lui donner des débouchés beaucoup plus importants. C'est pour ça qu'on parle de faire en sorte qu'il y ait une vraie promotion des produits gabonais à l'intérieur des grandes surfaces pour permettre qu'ils soient mieux représentés. C'est très bien que Monsieur le ministre en parle, parce que c'est une vraie problématique au niveau national aujourd'hui. Moi, lorsque je rentre dans un supermarché comme Mbolo, on me commande 60 paquets de chips de chaque qui sont conditionnés dans des ballots de 30. Quand je regarde comment sont présentés, en fait, comment sont positionnés des chips Lay's, Flodor et autres, qui occupent quasiment 4-5 linéaires, et je ne vous dis pas plus, c'est toujours impressionnant. Nous, on est toujours dans le coin, peu de matière, ça. Et eux, c'est quasiment un conteneur. Marketing. Ce qu'ils ne savent pas, c'est l'impact qu'une commande d'un conteneur, ça ne veut pas dire que moi je veux qu'on me commande un conteneur, mais sur le volume qui est commandé. Sur le volume qui est commandé, l'impact que ça a sur mon activité. Moi, je suis parti de 2012 à 2 salariés. Aujourd'hui, 2010, j'ai 10 salariés. Ces salariés, il faut les payer. Il y a des charges à payer derrière. Il y a l'immobilier. Là, je passe un peu vite sur les questions. Oui. Il y a l'immobilier. Donc, toutes les charges vraiment qu'une entreprise a aujourd'hui qui font que si on me commande un peu plus que ce qu'on me commande, mais très modestement, très gentiment, merci, mais j'aimerais avoir un peu plus. Désolé d'être ambitieux, hein, mais c'est un enjeu, c'est tellement important pour moi que si on me commande un peu plus, j'embauche un peu plus. D'ailleurs, j'ai eu une commande, l'une de mes premières commandes la plus grande, avec le groupe Sekagadis, une première commande test. Pour cette commande, j'ai dû embaucher 5 personnes en journalier. Mais moi, j'aimerais que ces 5 personnes-là, que je vais mettre dans mon entreprise, qui vont apprendre un peu tous les secrets de l'entreprise, qui ne soient pas journaliers, au risque qu'ils aillent travailler pour d'autres personnes et montrer les secrets de mon entreprise. J'aimerais les garder beaucoup plus longtemps que ça. Donc il faudrait que j'ai un volume beaucoup plus important qui soit commandé, mais il faudrait que je sois capable de produire un volume conséquent. Donc les machines, et ça fait attrait à la question sur le financement justement des entreprises, du secteur, enfin des PME, c'est laborieux. C'est très difficile parce qu'on est en crise, ça il ne faut pas le nier, il y a une crise de confiance. Les banques ont prêté, elles ont été, comment dire, flouées. Bon, c'est pas le cas avec vous. Voilà, oui, c'est pas le cas avec moi, mais ça fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Et même quand elles veulent prêter, les taux sont souvent énormes et ça fait fuir. Moi aujourd'hui, ma préoccupation, c'est j'ai envie que chaque Gabonais puisse consommer les produits made in Gabon. Les chips, dans mon cas en tout cas. Mais pour ça, ça demande un investissement énorme. Véhicules, parce qu'il faut distribuer dans l'intérieur du pays. Les machines capables de produire, parce que c'est quand même un marché de plus d'1,5 million d'habitants, ce n'est pas rien. Et quand on dit chips, ce n'est pas consommé une fois par jour, c'est peut-être plusieurs fois par jour et là, par plusieurs personnes. vous relevez la question de l'exonération des impôts par rapport justement à ces machines importées. C'est surtout la question de l'agrément PME. Tout à fait. Alors, plusieurs sujets ont été abordés, plusieurs thèmes ont été abordés. Permettez-moi de répondre à chacune des problématiques que vous avez posées. Donc nous sommes d'accord déjà sur le fait qu'il est important de donner une place significative aux produits gabonais dans les grandes surfaces. Et que ces produits gabonais se retrouvent au-delà des grandes surfaces dans tout un circuit de distribution à travers le pays. Ça, c'est le point de départ. Le deuxième point, c'est celui donc de la commande. Avoir une commande qui vous structure. Et nous sommes réellement orientés dans cette voie. Que toutes les grandes surfaces et tous les circuits de distribution se tournent vers la production locale pour la soutenir et lui permettre de se développer. Ensuite,
pour répondre à l'une des questions que vous avez évoquées. Je vais vous prendre l'exemple de ce que nous sommes en train de faire avec la zone économique spéciale au niveau du cluster bois. Au niveau du cluster bois, nous avons comme dossier actuellement que nous traitons celui d'introduire 20 PME dans le développement des savoir-faire dans le bois, dans le cadre de la commande des 170 000 tables-bancs passés par l'État gabonais. Il s'agit de leur donner un contrat d'environ 1200 à 1500 tables-bancs à fabriquer, de leur donner donc une garantie d'être payés par l'entreprise qui fait la commande et de les aider via un mécanisme où nous, le ministère des PME, les banques et le Gabon Spécial Economic Zone, où nous faisons un partenariat tripartite, où nous garantissons, nous recommandons la PME à ce crédit pour pouvoir pouvoir acheter du matériel, le matériel bien spécifique, et pouvoir répondre à cette commande. Au terme de la commande, l'entreprise aura et remboursé son matériel, et réalisé sa marge, et acquis un savoir-faire bien spécifique. Ça ouvre la voie à des Gabonais qui sont bien formés dans les métiers du bois, mais qui n'ont pas forcément l'opportunité de créer une entreprise. C'est exactement votre histoire dont je suis en train de parler pour le secteur bois. Vous avez un marché, ce marché, il faut le consolider. Maintenant, une fois que ce marché est consolidé, nous pouvons intervenir, nous, pour vous aider auprès du secteur bancaire, dans le cadre soit des outils que nous sommes en train de mettre en place, je parle du fonds de garantie des PME, soit dans le cadre du soutien de votre projet, nous pouvons intervenir pour faire en sorte que vous puissiez bénéficier d'accompagnement. Mais ce qui est important, vous l'avez bien relevé, c'est d'avoir des contrats solides. Ce n'est pas avec un contrat de 60 paquets qu'une banque va vous accompagner et considérer que vous êtes crédible. Alors que vous avez la capacité, vos produits sont de qualité, vos produits sont représentatifs d'un Gabon qui veut gagner, d'un Gabon qui n'a pas de complexe, qui est sans complexe. Donc je ne vois pas pourquoi nous ne créerions pas une dynamique surtout, monsieur positive. Le ministre, la réalité, elle est encore beaucoup plus profonde parce que lorsqu'on m'interpelle sur les réseaux sociaux pour me dire votre produit, il est très bien, il est très beau, mais il coûte super cher. Vous venez de parler de contrat. Vous savez que la plupart de ces groupes de la grande distribution et même de la distribution de manière générale ne font pas de contrat pour éviter justement de s'engager comme ça sur du long terme ou sur quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? On va me convoquer parce que le produit est intéressant, parce que les Gabonais veulent consommer ce type de produit et les Gabonais veulent être fiers de consommer ce type de produit. À ce moment-là, qu'est-ce que vous attendez très concrètement? Ce sont des mesures qui encadrent tout ça. Par exemple, on a la taxe qui vient d'être mise en place, qui fait qu'on a des produits qui partent de 1200 aujourd'hui dans les magasins à 1600. Ça ne s'explique pas, il n'y a pas de contrôle. Moi, mon produit, je le dis très clairement parce que je suis honnête, je le vends à 1000 francs au distributeur. La marge que je fais dessus, elle est de 200 à 250. Ils le revendent jusqu'à 1500. Vous voyez, quand ça retombe sur moi. Mais est-ce qu'ils mesurent l'impact que ce prix-là, au consommateur, a sur mon activité? D'abord, vous, si vous vendez à 1000 francs, c'est parce que votre coût de revient est quand même élevé par produit. Or, aujourd'hui, il s'agit de travailler pour diminuer votre coût de revient grâce à l'augmentation des volumes. Oui. Ça, c'est une des variables d'ajustement que nous avons. La taxe dont vous parlez est une taxe de solidarité, une taxe un effort national à faire dans une situation difficile que traversent nos finances publiques. Maintenant, il est clair que dit comme ça, parler de volume comme s'il s'agissait d'un claquement de doigts ou d'utiliser une baguette magique, je veux dire, ça paraît sympathique comme ça, mais l'objectif, c'est réellement que nous ayons un dispositif qui puisse faire en sorte que vous soyez privilégiés dans la vente, que vous soyez privilégiés dans la distribution. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est ça, votre gouvernement ne peut pas imposer, je le dis de manière très triviale, vraiment un quota au niveau de la commande. Mais justement, j'y viens parce que je l'ai déjà évoqué dans la première partie de l'émission, Madame Onchanga. Je vous ai dit, Intermarché, c'est un concept qui consiste à investir auprès du producteur local pour pouvoir lui permettre de se mettre à niveau et de survivre et de concurrencer les produits importés. Moi, je dis, dans notre pays, nous importons en 300 et 400 milliards par an de produits alimentaires. Ça veut dire qu'il y a tout un marché.
à orienter vers notre pays. Si nous l'orientons vers l'intérieur, alors oui, vous aurez les moyens de vous développer. Je veux dire, regardez, j'imagine que vous, dans votre entreprise, vous avez besoin de conditionner vos produits, oui. Qu'il y a un investissement pour conditionner, qu'il y a un investissement pour préparer, vous devez investir également pour vous approvisionner en matières premières. Mais nous devons développer le conditionnement, nous devons faire en sorte que ce ne soit plus quelque chose d'exceptionnel, que toutes les femmes... Cette niche de crack-rock, alors, oui. Pour tous qui nous écoutent et nous regardent, quel est l'apport, on va prendre, parce qu'on a la chance d'avoir M. Bekele avec nous, au sortir de là, qu'est-ce que Cédric Bekele va retenir d'ici les prochaines semaines? Il doit retenir l'orientation, hein, M. Bekele, vous devez retenir l'orientation du gouvernement à faire en sorte que dans notre dialogue avec les grandes surfaces, avec les grands groupes, vous en avez cité quelques-uns, que nous les encouragions, pour ne pas dire nous les incitions, à se tourner vers l'intérieur du pays pour l'essentiel de leur approvisionnement. Qu'ils aident le tissu local à se développer, à se structurer. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est une décision politique. Pour qu'ils deviennent de grands groupes, il a fallu qu'on les accompagne. À eux de jouer leur rôle de locomotive dans toute leur chaîne de valeur, dans leurs filières, les différentes filières avec lesquelles elles traitent. C'est l'une des voies et je pense que ça répond en tout cas à votre préoccupation. Moi, je suis vraiment pour l'économie collaborative. Je pense que la situation est suffisamment critique, suffisamment grave. Quand on voit ces milliers de jeunes aujourd'hui qui sortent diplômés d'université, ils sont nombreux. Moi, dans mon entreprise, j'ai beaucoup de jeunes qui sont certes encore, pour la plupart, étudiants, mais qui ont quand même des Master 1, Master 2, qui sont aujourd'hui prêts à accepter des salaires allant de 150 000 à 250 000 francs, chose qu'on n'avait jamais vue avant au Gabon. C'est pour vous dire à quel point c'est grave, et ils sont nombreux à venir. Donc la question est suffisamment grave pour qu'on travaille tous ensemble. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas qu'il y ait la grande distribution d'un côté et qui se sentent stigmatisés parce que nous, on va avoir plus de parts de marché, etc. Mais je pense qu'on doit tous travailler ensemble parce que le résultat, il est pour l'ensemble des Gabonais. C'est plus de Gabonais employés, salariés, qui peuvent vivre du fruit de leur travail. C'est des entreprises qui se développent. C'est des modèles gabonais qui peuvent montrer la qualité de ce qui est fait au Gabon à l'extérieur. C'est justement l'expérience que j'ai fait récemment en allant au Maroc, en allant en Turquie, où j'ai découvert vraiment des modèles et j'ai découvert justement la question que vous avez évoquée sur le protectionnisme. Je ne sais pas si on a le choix, mais je me demande à quand justement ce protectionnisme gabonais, cette loi qui va dire que sur l'ensemble, par exemple, de la chaîne de distribution, les produits gabonais, c'est-à-dire même chez le boutiquier de proximité, les produits gabonais doivent y être et il y a des contrôles. Parce que ça a un impact sur le développement des entreprises, de tous secteurs confondus, sur le chômage, parce que ça va résorber le taux de chômage, etc. Moi, j'aimerais bien, à quand? Mais écoutez, mais c'est justement ce dont on est en train de parler. On est exactement en train de parler de ça. Pour nous déjà, pour une question d'équilibre macroéconomique, il est important que nous développions la production locale. On ne peut pas continuer à utiliser nos réserves de change pour payer nos importations en devises. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand vous parlez de stigmatisation, il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit de conscientiser. Et les acteurs majeurs que sont les acteurs de la grande distribution ont un rôle important à jouer. Nous en sommes tous conscients, mais l'important, c'est de structurer l'offre. À partir du moment où nous structurons l'offre, je prends dans la distribution de proximité, chez le Malien du quartier, vous trouvez des boîtes de conserve, vous trouvez des différents produits. Il est important que les gros acteurs s'investissent dans le soutien de ceux qui produisent, dans le soutien de ceux qui transforment, tout comme le gouvernement doit s'inscrire dans l'amélioration du cadre des affaires pour que tous ceux qui ont intérêt à investir dans ces différents secteurs qui demandent à être structurés, venant de l'extérieur, puissent le faire. Pour avoir organisé le Salon Made in Gabon et pour avoir été interpellé sur le fait que de telles initiatives sont toujours lancées à Libreville ou à Port-Gentil, donc toujours centrées un peu sur les deux grandes villes. Et on m'a demandé, qu'en est-il en fait pour ceux qui sont dans l'arrière-pays, ceux qui en réalité souffrent beaucoup plus du chômage, des effets de la crise,
qui sont beaucoup plus en difficulté parce que, enfin, pour tout ce qu'on connaît, bien évidemment, sur la promotion de l'entrepreneuriat. Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour aller vers ces personnes-là? J'ai envie de dire même d'aller même dans la proposition quasiment sur la caravane pour aller j'ai envie de dire de ville en ville, même de village, pour aller donner aussi à ces personnes-là qui sont dans l'intérieur du pays la chance de pouvoir s'investir, se lancer, parce que toutes ces personnes ont du talent. Alors d'abord, permettez-moi de revenir sur un point que vous avez abordé, celui de l'agrément PME. Sachez que l'agrément PME dans notre ministère est en pleine réforme. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'organismes qui étaient statutairement membres de la commission, la commission qui attribue les agréments ont disparu. Je pense au FAGA, je pense à d'autres établissements qui donc ne permettent pas que se réunisse cette commission. Nous avons donc entamé la réforme de l'agrément PME qui elle-même dépend de l'adoption de la loi PME. Ça, c'est le premier point. Mais il est très important, je souligne encore, que cet agrément PME soit efficace, qu'il puisse être mis en œuvre et respecté par les administrations, notamment les administrations des impôts et les administrations des douanes. J'espère que la réforme des impôts et des douanes, que ça permettra d'améliorer justement l'efficience de l'agrément PME. Alors, ceci étant, vous proposez l'organisation d'une caravane, pourquoi pas? Mais la stratégie du gouvernement a été celle, comme je vous le disais, de définir des secteurs prioritaires. Ces secteurs prioritaires, vous voyez que quand vous prenez l'installation des incubateurs, nous avons prévu, par exemple, d'installer un incubateur dans le bassin minier, dans le cadre de l'école des mines de Mwanda, d'installer un incubateur à Port-Gentil, d'installer un incubateur du côté de Boué pour l'école du bois. Quelle différence entre l'incubateur et les pôles de compétitivité? En fait, nous pensons qu'un incubateur doit être dans les pôles de compétitivité, justement, pour permettre aux Gabonais d'exceller dans ces pôles de compétitivité. Il n'est pas normal que vous ayez, par exemple, Olam à Mouila, qui développe dans toute la région tout un pôle économique en matière agricole et que vous n'ayez pas de création d'entreprises de Gabonais performants dans cet endroit. C'est pour ça qu'un incubateur est prévu là. De la même manière, il ne serait pas normal qu'on installe l'école des bois à Boué et que vous n'ayez pas un incubateur là pour permettre aux Gabonais d'exceller. C'est ça la vision du gouvernement, celle de dynamiser des pôles économiques qui soient distincts de Libreville. Aujourd'hui, c'est un enjeu. C'est un enjeu qui doit nous permettre non seulement de maîtriser nos métiers, de maîtriser la filière, mais surtout un enjeu qui doit nous permettre d'anticiper l'après. Nous avons déjà raté le virage de l'après-uranium. Aujourd'hui, tout l'après doit être anticipé. Mais c'est important de dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire le tour du Gabon et de dire l'entrepreneuriat, faire une communication. Non, il faut avoir une stratégie qui consiste à leur dire, OK, vous devez quand vous avez fini votre caravane, vous leur dites, ils vont vous dire, OK, où est-ce qu'on va? Vous dites, en fonction de votre statut, vous allez dans un incubateur, vous ferez partie de ceux dont on va renforcer l'employabilité, ou alors... Donc pour vous, ce serait mettre la charrue avant les bœufs? Non, ce ne serait pas mettre la charrue avant les bœufs, ce serait à la limite mettre une charrue sans bœufs. Mais sous d'autres cieux, quand même, on crée une entreprise en quelques heures. Au Gabon encore, c'est encore très long. Oui. Et je pense que pour l'entrepreneuriat aujourd'hui, il faut avoir une démarche qui est en fait presque unique, un modèle unique au Gabon, propre au Gabon. C'est-à-dire que c'est bien ce guichet unique, de voir ce qui serait vraiment opérationnel. J'ai une dernière question, si vous me permettez. Mais insister sur le guichet unique, parce que c'est important. Oui, bien sûr. Il faut qu'on en parle, mais vous avez raison. Je pense que le temps, c'est... Vous avez une préoccupation. Voilà, mais je vais terminer par là quand même. On a parlé de ces Gabonais de l'intérieur. Moi, je suis aujourd'hui rentré au Gabon, donc je suis là. Mais je fais partie de ce contingent des Gabonais de la diaspora, comme on le dit. Moi, pour avoir été dans la diaspora, j'ai pu constater à quel point il y a de l'intelligence, des intelligences, des cerveaux, la fuite des cerveaux et des intelligences qui gagneraient à rentrer pour justement contribuer à construire ce pays, cette nation forte que nous voulons. Qu'est-ce que le ministère va mettre en place, parce que je suis sûr que vous travaillez là-dessus, qu'est-ce que le ministère va mettre en place pour séduire, j'ai envie de dire même limite, permettez-moi l'expression, pour draguer ces intelligences-là, pour qu'ils reviennent en place? D'utiliser cette expression. Bon, écoutez, je vais vous répondre de manière simple. Nous avons une conjonction de pensée. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il
il y a des Gabonais bien formés à l'extérieur, il y a des Gabonais qui s'investissent ou qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat, mais qui ne résident pas au Gabon. Et il y a des Gabonais ici qui ont besoin de faire des partenariats, non pas simplement avec des entreprises étrangères à l'extérieur, mais aussi avec des Gabonais qui résident à l'étranger. C'est pourquoi nous avons justement fait valider en Conseil des ministres le 27 février la création d'une cellule de l'entrepreneuriat des Gabonais résidant à l'étranger. Cette cellule est basée au ministère des PME. Elle comprend 3 représentants du ministère des PME, un représentant du ministère de la promotion des investissements, de l'économie, du budget, un représentant du ministère de la formation professionnelle, des affaires étrangères et j'en passe. Aucun représentant du secteur privé? Ben, écoutez, c'est une cellule qui est créée à l'initiative du gouvernement. Okay? Mais cette cellule a pour objectif de travailler avec le secteur privé. C'est dans le cadre de cette cellule que va s'organiser justement ces échanges entre le gouvernement d'une part, donc l'administration d'une part, et ceux qui sont à l'extérieur, mais pour qu'il y ait ce dialogue, il faut d'abord qu'on les recense. Donc il va être confié aux conseillers économiques et commerciaux des ambassades et de toutes nos représentations la tâche, la mission de recenser tous les Gabonais qui ont comme ambition de s'investir dans l'entrepreneuriat. De la même manière, il sera, ces personnes auront d'ailleurs un espace bien particulier réservé sur le site à la page, sur le portail à la page, le portail des initiatives gabonaises, pour que ce dialogue puisse être établi le plus rapidement possible. C'est vrai que c'est une première. C'est vrai que ça paraît beau comme ça et un peu rêveur, mais je pense que nous n'avons pas pris suffisamment soin d'avoir un dialogue économique entre nous. On a plusieurs autres types de dialogues, mais nous n'avons pas suffisamment de dialogue économique. Alors, aujourd'hui, c'est devenu notre préoccupation, faire en sorte que les Gabonais se parlent et surtout se donnent des idées et construisent des choses ensemble. Mais vous savez, Monsieur le ministre, que vous avez affaire à une génération, en tout cas que je représente et vous aussi, de jeunes Gabonais très ambitieux, rêveurs, parce que moi, par exemple, aujourd'hui, comme je le dis souvent, j'ai rêvé ma vie, aujourd'hui je suis dans mon rêve, je le vis mon rêve. Ils sont très ambitieux et qui sont, j'ai envie de dire, même très peu patients aujourd'hui, qui ont besoin que ça aille vite, bien, et au final, c'est le Gabon qui va en profiter. Mais écoutez, donc là, moi je suis d'accord avec vous, la création de la cellule d'entrepreneuriat des Gabonais résidant à l'étranger, c'est le 27 février. Voilà, c'est aujourd'hui quasiment. Donc, 27 février 2017. Je suis donc d'accord avec vous, nous n'avons pas le temps de traîner. Nous devons être dans une action qui est de plus en plus en phase avec les exigences des acteurs économiques et de la population. Monsieur le ministre, des compatriotes utilisateurs de notre page Facebook officielle ont également souhaité vous interpeller sur différents points. Très bien. La première question vous est posée par monsieur estimé Antoine Beno Gandhi. Je vais lire in texto son message. Bonjour Monsieur le ministre, lors d'un séminaire sur l'environnement en France en 2013, j'avais saisi l'opportunité d'instaurer des housses mortuaires au Gabon. J'ai depuis 2014 créé une société dénommée Gabonaise de distribution d'équipements funéraires, en abrégé GDEF. J'ai obtenu tous les documents y adhérents pour la création d'une PME. 3 contrats ont été signés avec 2 pompes funèbres et une morgue et j'emploie déjà 8 Gabonais. La question est la suivante. Comment faire pour avoir une aide de l'État, sachant que ce projet est le premier du genre dans la sous-région ? Écoutez, d'abord félicitations pour l'initiative de ce compatriote. Aujourd'hui, justement, il ne s'agit plus d'avoir une aide de l'État pour développer. Il s'agit pour nous de mettre en œuvre des outils, des véhicules de financement et d'accompagnement qui puissent lui permettre justement d'atteindre son développement. Et j'ai bien cité l'impact qu'aura sur le développement des PME, la constitution du fonds de capital investissement au Koumé. Il n'y a pas que ça, il y a le fait de pouvoir, puisqu'il a des contrats avec les maisons de pompes funèbres, les maisons mortuaires, il a la possibilité, une fois que le fonds de garantie, c'est pourquoi nous devons accélérer la mise en œuvre de tous ces véhicules.
il est urgent que le gouvernement finalise ces véhicules que nous avons annoncés et qui doivent se concrétiser très vite. Le fonds de garantie permettra à ce monsieur d'avoir des banques beaucoup plus réceptives dans l'accompagnement de ces projets. Voilà ce que je peux lui dire. Je saisis donc cette occasion pour lui dire que nous sommes conscients que nous devons accélérer le rythme de mise en place des réformes. À travers de nouveaux mécanismes. À travers de nouveaux mécanismes. Une deuxième question, Biendinga Manganga Moussavou, pardon. Elle nous vient de M. Lux Meya Lex. Le Gabon est un pays qui veut atteindre l'émergence. On ne peut pas le faire donc sans les PME. Mais pour se créer et exister, ces PME ont besoin de financement, d'une véritable politique de crédit. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour le financement des projets des jeunes Gabonais? C'est toujours un peu cette préoccupation. C'est toujours un peu cette préoccupation de financement des PME, financement de la création, fonds d'amorçage, fonds pour les start-up. Et là, ils demandent du crédit. Ils demandent du crédit. Le crédit, c'est le rôle des banques. C'est le rôle des banques et justement, nous devons encore une fois développer les outils que nous avons élaborés avec nos partenaires pour qu'on puisse sentir l'impact de ces produits. Mais encore une fois, vous savez, ce qui est important de dire, c'est que nous voulons un entrepreneuriat qui soit structuré. Pour les Gabonais qui ont une formation, mais qui n'ont pas de travail parce que la crise est là. Ils ont la possibilité, nous souhaitons les encourager à s'insérer dans le cycle de la création d'entreprises. Oui. Et c'est cela le choix en réalité. Et c'est quasiment cette question, pour moi, c'est quasiment le mot de la fin, c'est que l'entrepreneuriat sous toutes ses formes est la solution pour sortir notre économie de ses difficultés, sortir, mais surtout les Gabonais de leurs difficultés. Et notre rôle, c'est de structurer la manière dont cette initiative, dont ces efforts vont se produire au niveau de notre pays. Il est important que nous sachions que nous organisons la formation avec le ministère de la formation professionnelle, avec les professionnels eux-mêmes, que nous faisons en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation formation-emploi déjà dans tous les pans de notre économie, dans tous les pans de notre formation. Nous souhaitons structurer l'accompagnement en termes de financement et permettre un meilleur accès au marché aux Gabonais. L'entrepreneuriat est la solution pour sortir de toutes ces difficultés. Donc, c'est pas facile, ce n'est pas un rêve, c'est un engagement, c'est un sacerdoce. Et nous croyons en ce que nous faisons. Nous sommes heureux de la confiance qui a été placée en nous par le président de la République pour accomplir cette mission. Nous sommes heureux d'être dans un gouvernement qui a réellement placé l'économie au centre de son action. Vous êtes porteur de beaucoup d'espoir. Écoutez, merci. Enfin, je pense, on tentera de les concrétiser. Semble-t-il avec toutes les attentes de nos internautes. Avant donc de nous dire au revoir, je vais vous proposer un petit tour dans le monde de la culture qui est donc la nôtre. Cela ne vous a pas échappé, Biendi Manganga Moussavou. Sur notre plateau, plusieurs pièces du musée national nous ont été prêtées et je vais faire un petit focus sur cet objet. Il s'agit du soufflet de forge, un instrument utilisé par la forge. Il servait à activer le feu pour faire fondre le fer. C'est un objet qui nous revient du nord du Gabon, de la province du Wolontam. Ça vous parle? Ben oui, ça me parle parce que cet objet est représentatif de l'artisanat traditionnel des Gabonais, des métiers. La forge, le forgeron, c'est d'abord quelqu'un qui incarne un métier, qui incarne un savoir-faire, qui lui donnait à l'époque une place considérable dans la société. Donc, nous devons privilégier et protéger justement ces traces de notre histoire de maîtrise des métiers, notre histoire de Gabonais qui travaillent, de Gabonais qui se structurent, qui s'organisent. Et je suis très heureux que cet objet ait été mis en évidence sur le plateau. Il est très représentatif de ce que nous souhaitons, c'est d'un Gabon fier de lui-même et de Gabonais qui se transforme, la transformation du fer, la solidité. Nous sommes je suis très sensible à ce que
au fait que vous m'ayez présenté cet objet, qui d'ailleurs vient du Wallenthem, mais il y a certainement des mêmes objets qui viennent de partout de notre pays. Je vous remercie, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Cette fois, c'est l'heure de se dire au revoir. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et aux réalisateurs. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux. À bientôt.